Je m'appelle Jacques, et je suis camionneur depuis plus de 20 ans. J'ai vu toutes sortes de routes, des autoroutes animées aux chemins de terre perdus au milieu de nulle part. Rien ne me fait plus peur. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à cette nuit glaciale dans le nord du Canada. Tout a commencé avec un appel d'urgence de mon patron. Une cargaison devait être livrée rapidement, et personne d'autre n'était disponible pour la prendre en charge. « Jacques, tu es notre meilleur homme » m'a-t-il dit. J'ai accepté, bien sûr, pensant que ce n'était qu'un autre trajet à travers des routes enneigées. La route était silencieuse, presque trop silencieuse. Les champs de neige s'étendaient à perte de vue de chaque côté, un désert blanc sous un ciel noir, seulement interrompu par le grondement régulier du moteur de mon camion. Le GPS indiquait une ligne droite infinie. Pas de virage, pas de bifurcation. Juste moi, le camion, et cette route interminable. Au bout de quelques heures, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les panneaux indicateurs que je croisais étaient illisibles, comme si le gel avait effacé les lettres. Les arbres, quand il y en avait, semblaient tordus, leurs branches tendues vers la route comme pour me retenir. Mais j'ai continué, pensant que c'était mon imagination ou la fatigue qui jouait des tours. Le temps semblait s'étirer. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord, elle marquait toujours la même heure. Peut-être qu'elle était cassée, pensais-je. Mais pourquoi avais-je l'impression que le soleil ne se levait jamais, que la nuit s'étirait au-delà de tout ce que j'avais connu? Et puis, il y avait ce silence absolu qui me pesait sur la poitrine. Pas un son, pas même celui du vent. Juste le bruit monotone des pneus sur l'asphalte gelé. Je me suis dit que c'était la solitude qui commençait à me peser, mais au fond de moi, une petite voix murmurait autre chose. Cette route n'était pas normale. Après plusieurs heures à rouler dans ce vide oppressant, quelque chose a attiré mon attention. Dans mon rétroviseur, 2 points lumineux se sont dessinés à l'horizon. Des phares. Au début, j'ai ressenti un soulagement. Enfin, une présence humaine, quelqu'un d'autre sur cette route glaciale et infinie. Peut-être un autre camionneur? Mais ce sentiment n'a pas duré. Ces phares étaient étranges. Ils ne se rapprochaient jamais, malgré la régularité de ma vitesse. Peu importe si j'accélérais ou ralentissais, ils restaient à la même distance, constants comme un phare dans la nuit. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien d'inquiétant. Peut-être que le conducteur maintenait simplement une distance de sécurité. Mais à un moment donné, j'ai arrêté mon camion sur le bas-côté, espérant que le véhicule derrière moi ferait de même. Il n'en a rien été. Les phares ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Intrigué, j'ai repris la route. Et pourtant, moins de 20 minutes plus tard, ils sont réapparus. Toujours à la même distance, immobiles dans ma vision périphérique. J'ai ressenti une chaleur froide remonter le long de ma colonne vertébrale. Il y avait quelque chose de profondément anormal à leur sujet, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que ma fatigue me jouait des tours, ou que la lumière des phares se reflétait étrangement sur la neige. Mais plus je les observais, plus j'étais convaincu qu'ils n'appartenaient pas à un véhicule ordinaire. Il n'y avait aucun mouvement, aucune variation. À un moment donné, j'ai craqué. J'ai arrêté le camion brusquement, coupé le moteur, et je suis descendu dans le froid glacial. Le silence était total, étouffant, et mes propres pas crissaient doucement sur la neige dure. J'ai scruté l'obscurité, cherchant ces phares, mais il n'y avait rien. Juste la route vide derrière moi, et ce même vide devant. Quand je suis remonté dans le camion, mon cœur battait à tout rompre. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ces phares, ou ce qu'ils représentaient, n'avaient rien de naturel. Mais une partie de moi refusait encore d'accepter l'évidence. Cette route, cette nuit, était bien plus qu'un simple trajet dans les terres gelées du Canada. Les heures ont continué à s'étirer, ou peut-être étaient-ce des jours. Je ne savais plus. L'horloge du tableau de bord était figée, et mon téléphone n'affichait plus rien, ni réseau, ni heure. Mon corps hurlait de fatigue, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque chose me poussait à continuer, comme si quitter cette route était tout simplement impossible. Les phares étaient toujours là, constants, immuables, dans mon rétroviseur. Ils n'approchaient jamais, mais ils ne disparaissaient plus non plus. Leur lumière froide semblait se moquer de moi, mes pieds. Peu importe ce que je faisais, ils restaient là, comme une promesse sinistre que je ne pouvais ignorer. C'est alors que les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Le vieux poste radio de mon camion, que je n'utilisais jamais, s'est soudainement allumé tout seul. Une vague de statique a envahi la cabine, grésillant comme un souffle mécanique. J'ai tourné les boutons, espérant capter une station, n'importe laquelle. Mais tout ce que j'ai entendu, ce furent des murmures. Des voix, faibles, indistinctes, mais indéniablement humaines. Elles semblaient chuchoter mon nom. Au début,
Je me suis dit que c'était mon imagination, un tour joué par mon esprit fatigué. Mais les voix se sont intensifiées, devenant plus claires. Elles parlaient en phrases hachées, comme si elles essayaient de m'avertir ou de me guider. Ne t'arrête pas. Reste en mouvement. Ces mots ont glacé mon sang. Qui, ou quoi, me parlait à travers ce poste radio? Et pourquoi ces avertissements? J'ai essayé de couper le courant, mais rien n'y faisait. Le poste continuait à grésiller, à murmurer, à me harceler. Mon esprit commençait à me trahir. J'avais du mal à distinguer la réalité de l'illusion. La neige, qui tombait doucement au début, s'était transformée en un tourbillon hypnotique, dansant autour du camion comme si elle voulait m'engloutir. Chaque flocon semblait porter un éclat lumineux, un reflet des phares dans mon dos. Puis, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Je n'avais plus besoin de vérifier le rétroviseur pour voir les phares. Ils étaient là, dans les reflets de la neige, dans les ombres sur mon tableau de bord, dans le coin de mes yeux quand je regardais droit devant. Ces lumières faisaient maintenant partie de mon environnement, ou pire, de moi. C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre. Cette route n'était pas normale. Elle n'avait ni fin, ni début, ni échappatoire. Et les phares, ils n'étaient pas là pour me suivre. Ils étaient là pour m'enfermer. Je ne sais pas combien de temps j'ai roulé. Les jours et les nuits n'existaient plus. Seule la route persistait, interminable, me maintenant prisonnier. Les murmures du poste radio étaient devenus une présence constante, un bourdonnement sinistre dans ma tête. Parfois, j'entendais des rires étouffés, des pleurs, ou même des cris. Mais le pire était cette sensation, ce poids oppressant, comme si quelque chose m'observait, non pas depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur de ma propre conscience. Puis, tout a basculé. Dans un accès de désespoir, j'ai décidé de quitter la route. Je ne pouvais plus supporter cette monotonie, cette impression d'être englouti par l'infini. J'ai braqué le volant brusquement, dirigeant le camion à travers la neige épaisse. Le véhicule a rebondi, tremblé, mais j'ai continué, déterminé à m'échapper. La neige s'est intensifiée, des murs blancs se dressant autour de moi, mais je n'ai pas lâché. Jusqu'à ce que tout devienne noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour sur la route. Le camion roulait droit, comme si rien ne s'était passé. Le réservoir de carburant était plein, l'horloge toujours figée. Mon cœur battait à tout rompre alors que je comprenais, il n'y avait pas d'échappatoire. Dans un mélange de terreur et de confusion, j'ai remarqué un objet sur le siège passager. Un carnet. Un vieux carnet à la couverture usée, que je n'avais jamais vu auparavant. Tremblant, j'ai tendu la main pour l'ouvrir. Les pages étaient couvertes d'une écriture nerveuse, griffonnée à la hâte. Des phrases répétées encore et encore. Personne ne s'échappe. La route est tout ce qui reste. Les phares sont à fin. Et puis, une dernière note, écrite en lettres capitales. ILS sont TEI. Mon souffle s'est coupé. Une peur viscérale m'a envahi. Ces phares, ce n'étaient pas de simples lumières. Ils étaient une partie de moi, ou une version de moi, piégée ici depuis toujours. Chaque tentative de fuite ne faisait que m'enfermer davantage dans ce cycle infernal. J'ai jeté le carnet de côté, incapable de le regarder plus longtemps. Mais les mots étaient gravés dans mon esprit. Tout prenait sens. La route, les murmures, les phares. Ce n'était pas une route normale. C'était un purgatoire, un limbo où les âmes perdues étaient condamnées à errer pour l'éternité. Et moi, j'étais devenu une partie de ce mécanisme cruel, destiné à répéter cette boucle infinie jusqu'à ce que quelqu'un prenne ma place. Je savais que je devais mettre fin à tout cela, d'une manière ou d'une autre. Si cette route était un purgatoire, alors il devait y avoir une issue. Une confrontation. Quelque chose. Les phares derrière moi n'avaient pas bougé depuis des heures, mais leur présence était écrasante. Ils pulsaient, comme s'ils respiraient, une lumière vivante et sinistre. Dans un moment de folie, j'ai décidé de faire face. J'ai freiné brusquement, le camion hurlant sur la glace, et je me suis arrêté au milieu de la route. Les phares se sont figés, toujours à la même distance. Je suis descendu du camion, le vent glacial me mordant la peau, mais je ne ressentais plus rien. J'étais consumé par une rage froide et un désespoir sans fond. « Montrez-vous » ai-je crié, ma voix se perdant dans le vide blanc autour de moi. Les phares ont clignoté une fois, puis une deuxième. Enfin, ils ont commencé à avancer, lentement, inexorablement, comme une bête qui sortait de l'ombre. J'ai tenu ma position, le cœur battant, jusqu'à ce que je puisse enfin distinguer la silhouette derrière ces lumières. C'était un camion, identique au mien. Chaque détail était parfait, du numéro sur la plaque d'immatriculation jusqu'aux éraflures sur la carrosserie. Mais ce qui m'a gelé le sang, c'est que derrière le volant, je me suis vu. C'était mon visage, mais différent. Plus maigre, plus pâle,
avec des yeux vides et creux, comme ceux d'un cadavre. Il me fixait avec une intensité glaciale, un sourire tordu se dessinant sur ses lèvres. « Bienvenue » a-t-il murmuré, même si sa bouche ne bougeait pas. Je me suis précipité vers mon camion, terrifié. Je savais maintenant que je ne pourrais pas fuir. Cette route n'avait pas de fin, parce que j'en étais devenu une partie intégrante. Et ce moi derrière les phares, il attendait simplement que je cède. J'ai démarré mon camion, les mains tremblantes, et je suis reparti. Les phares me suivaient toujours, mais cette fois, je savais ce qu'ils représentaient. Pas un poursuivant, pas un chasseur, mais ma propre damnation. Je roule encore. Peut-être que vous me croiserez un jour, perdu sur une route infinie, avec ces phares qui brillent au loin. Si c'est le cas, un conseil, ne vous arrêtez jamais. Parce qu'à la seconde où vous le faites, vous devenez le prochain. La nuit était glaciale, et la route devant moi semblait s'étirer à l'infini, comme un ruban sombre perdu au milieu de cette forêt boréale canadienne. Les sapins, recouverts de givre, se penchaient au-dessus de ma cabine, leurs branches noueuses formant des ombres inquiétantes sous la lumière blafarde des phares de mon camion. Chaque virage était une lutte contre la fatigue et le froid qui s'infiltraient sournoisement à travers les interstices de la cabine. Cela faisait des heures que je n'avais croisé âme qui vive. Pas une seule lumière, pas un seul véhicule, juste ce vide oppressant qui s'étalait devant moi. La seule chose qui brisait ce silence pesant était la radio CB, grésillante, qui crachotait des histoires de disparitions récentes dans cette région isolée. Des camionneurs qui s'étaient évaporés, disait-on, laissant derrière eux leurs véhicules comme des carcasses abandonnées. Bah, des rumeurs, marmonnai-je pour moi-même, en serrant un peu plus fort le volant. Ces histoires circulaient toujours entre routiers, surtout quand on roulait dans des endroits aussi paumés que celui-ci. Des légendes pour tuer le temps, rien de plus. Pourtant, une sensation étrange s'infiltra en moi, comme une goutte glacée glissant le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas la première fois que je prenais cette route, mais ce soir-là, quelque chose était différent. L'air lui-même semblait plus lourd, presque palpable, et la forêt paraissait vivante, comme si elle me scrutait. Je jetai un coup d'œil rapide à l'horloge du tableau de bord, 23h42. Encore quelques heures avant d'atteindre la prochaine halte, un relais routier où j'espérais trouver un café brûlant et un peu de chaleur. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Alors que j'avançais prudemment sur cette route solitaire, mes phares captèrent quelque chose d'inhabituel au loin. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une simple illusion provoquée par la neige tourbillonnante ou ma fatigue. Mais en m'approchant, je distinguai des formes plus nettes. C'étaient des camions. Un convoi entier, arrêté sur le bas-côté. Ils étaient figés là, comme des géants endormis, leur carrosserie recouverte d'une épaisse couche de glace et de rouille. Leurs contours se fondaient presque dans le paysage gelé, mais il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette vision. Je ralentis instinctivement, mon camion grognant sous l'effort, jusqu'à ce que je m'arrête complètement à quelques mètres du convoi. J'éteignis le moteur, et le silence qui s'abattit fut assourdissant. Pas un bruit, pas même le vent. Je descendis de ma cabine, mes bottes s'enfonçant dans la neige épaisse. L'air était glacial, et chaque souffle se matérialisait en un nuage devant mon visage. Plus je m'approchais, plus la scène devenait irréelle. Les portes de certains camions étaient ouvertes, battant mollement sous un souffle de vent inexistant. À l'intérieur, les cabines semblaient abandonnées en pleine précipitation, des thermos renversés, des vêtements éparpillés, et, dans un des camions, une radio qui grésillait faiblement. Il y avait des traces dans la neige autour des véhicules, mais elles s'arrêtaient brusquement, comme si ceux qui les avaient laissés avaient été aspirés dans le vide. Je sentis une boule d'angoisse se former dans ma gorge. Où étaient passés les conducteurs? Pourquoi laisseraient-ils leur camion ainsi, dans cet endroit isolé et glacial? Mon instinct me criait de remonter dans mon camion et de partir immédiatement. Mais une étrange curiosité m'enchaînait sur place. Je m'approchai encore d'un des véhicules, et c'est là que je remarquai les griffures. À l'intérieur de la porte, gravés dans le givre, des mots « Ne regarde pas derrière toi ». Je me figeai, le souffle court. Je jetai un regard rapide autour de moi, mais il n'y avait rien d'autre que les ombres immobiles des arbres et le convoi silencieux. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser mes côtes. Pourtant, je n'osais pas regarder en arrière. De retour dans ma cabine, mes mains tremblaient légèrement alors que je refermais la porte derrière moi. L'atmosphère à l'intérieur du camion semblait encore plus oppressante, comme si l'air était devenu plus dense, plus froid. J'avais l'impression d'être observé, et même si je me forçais à me concentrer sur la route, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation. J'allumai le moteur et, comme pour me rassurer, je tentai de tourner la clé du contact.
Un bruit étrange surgit alors, un bourdonnement faible, comme un souffle dans la radio. Je frissonnai. Je n'avais pas éteint la radio avant de quitter le camion. Je jetai un coup d'œil à l'appareil, mais il ne me semblait pas fonctionner normalement. Au lieu des habituels grésillements de la station locale, des voix se faisaient entendre, des murmures indistincts. Je tentai de régler la fréquence, espérant trouver une station, mais rien ne changea. Les voix devinrent plus claires, plus distinctes, et je compris, avec une terreur croissante, qu'elles ne venaient pas de la radio. Elles étaient là, dans la cabine avec moi, se glissant entre les interférences. « Nous sommes là, s'il vous plaît, aidez-nous. » La voix tremblait, emplie de panique. Un frisson glacé me parcourut l'échine. C'était comme si ces mots venaient du fond de l'abîme. Une autre voix se fit entendre, plus grave cette fois. « Ne reste pas ici, fuis, ils vont te trouver, comme ils nous ont trouvés. » Je restai figé, mes mains sur le volant, ma respiration haletante. Mes yeux se portèrent sur la radio, mais je ne pouvais détacher mes yeux de l'écran. La lumière des phares dansait sur le givre extérieur, et tout autour de moi semblait figé dans un silence d'outre-tombe. Les voix continuaient à se faire entendre, de plus en plus désespérées, criant de terreur. Je pouvais entendre des bruits de fond, des pas précipités dans la neige, des souffles rapides, comme si quelqu'un ou quelque chose poursuivait ces malheureux conducteurs. « Ils arrivent, ils sont là. » Une autre voix se fit entendre, beaucoup plus proche maintenant, comme si elle était assise à côté de moi. Je tressaillis, et ma main se précipita pour éteindre le volume, mais l'interrupteur semblait réagir à peine. Les voix continuèrent à s'élever, de plus en plus pressantes. Je ne pouvais plus les ignorer. Elles me tournaient autour, et l'air semblait se remplir de leur souffrance. Je n'étais plus seul. Peu importe combien je criais dans ma tête que tout cela était impossible, les voix étaient réelles. Les hommes disparus, les conducteurs des camions abandonnés, étaient toujours là, piégés dans cette nuit glacée, leur dernier souffle suspendu dans l'éther. J'étais en train de devenir un d'eux. L'angoisse m'envahit alors que je tentais de démarrer le moteur, mes mains crispées sur le volant. Le camion ronronna un instant avant de s'éteindre brusquement, comme s'il était victime d'un malaise. Un frisson glacé me traversa, mes pensées se brouillant dans la panique. La radio continuait de cracher des voix désespérées, et une étrange sensation de vertige m'envahit. Je savais que je devais partir, que je n'étais plus en sécurité ici. Mais l'obscurité et le froid semblaient se refermer sur moi, comme des bras invisibles prêts à me saisir. Je tentai à nouveau de faire tourner le moteur, mais il émit un bruit sourd, comme un grognement. Aucun signe de vie. Je secouai la clé d'allumage, mon cœur battant à tout rompre. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange. La neige qui recouvrait le sol semblait se mouvoir, se déplaçant lentement mais sûrement, comme si elle était animée par une volonté propre. Chaque flocon tombé prenait une forme, un mouvement, et je me retrouvai soudainement envahi par la sensation qu'on m'observait, qu'on me suivait dans cette obscurité glaciale. Je regardais par les fenêtres, et l'extérieur était toujours aussi figé, aussi silencieux. Pourtant, une pression grandissante m'envahissait, me forçant à tourner la tête sans pouvoir en comprendre la raison. Et puis, comme une présence dans la brume, je vis un mouvement dans le rétroviseur. Un ombre qui se glissait dans la neige. Je sursautai, mon souffle devenant court, le froid me mordant la peau. Je n'avais pas le courage de regarder derrière moi, mais je savais qu'une force invisible était là, dans les ténèbres de la forêt, et qu'elle m'observait. Dans un ultime réflexe, je décidai de quitter la cabine et de vérifier ce qui se passait à l'extérieur. Mon esprit me criait de fuir, de ne pas descendre, mais mes jambes obéissaient à une impulsion irrationnelle. La porte du camion s'ouvrit avec un grincement sinistre. La neige soufflait violemment, me frappant au visage, mais je m'élançai dans la tempête, mon regard cherchant frénétiquement une échappatoire. Je fis quelques pas, et c'est alors que je le vis. Un autre camion, pas très loin, se trouvait dans une position étrange, presque trop près du mien. La neige autour de lui était parfaitement dégagée, comme si elle avait été balayée par un vent violent, mais il n'y avait aucune trace d'un passage. La porte du camion était ouverte, tout comme les autres, et un éclat métallique brillait dans l'obscurité, émettant un faible éclat sous les lumières du phare. C'était un couteau ensanglanté, planté dans la neige. Je fis un bond en arrière, ma gorge se serrant, et c'est alors que je le remarquai. Des pas dans la neige. Pas les miens, pas ceux des autres camionneurs, mais des pas qui se dirigeaient vers moi. Des empreintes profondes et lourdes, comme si quelqu'un ou quelque chose avait marché derrière moi pendant un long moment, sans que je le remarque. Je courus vers le camion, mais quelque chose m'arrêta. Le froid sembla pénétrer chaque pore de ma peau, m'engourdissant, me ralentissant. Un souffle glacial caressa mon nuque, et une voix,
faible mais clair, murmura dans le vent. Tu n'échapperas pas. Je n'eus pas le temps de réagir. Une brume épaisse envahit tout autour de moi, engloutissant la lumière. Mon cœur battait dans ma poitrine, et, avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, je sentis une force invisible me tirer en arrière, comme si la forêt elle-même voulait m'engloutir. Je me retrouvai soudainement projeté en avant, mes pieds quittant le sol alors que la brume glacée m'enveloppait. L'air autour de moi semblait se déchirer, un vent glacé frappant mon visage, comme une main invisible me tirant vers l'inconnu. Je n'arrivais plus à respirer correctement, ma poitrine compressée sous la pression de l'atmosphère. Tout devenait flou, mes yeux luttaient pour s'adapter à l'obscurité croissante, mais une chose était claire, je n'étais plus seul. Je cherchais désespérément un point de repère, une échappatoire, mais tout était devenu irréel, comme si la réalité elle-même s'était distordue autour de moi. Le sol sous mes pieds semblait se dérober, et les arbres, déformés par la brume, prenaient des formes menaçantes, comme des silhouettes humaines figées dans une éternité glacée. J'entendis des bruits étranges, des murmures, des chuchotements à peine audibles, qui semblaient provenir de tous les côtés, comme une multitude de voix perdues dans la neige. Puis, une lumière faible perça la brume, une lueur bleutée provenant du convoi abandonné. Il était toujours là, immobile, comme un monument au silence et à la terreur. Mes jambes, lourdement engourdies par le froid, me portaient lentement en direction de ces lumières vacillantes, comme si elles m'attiraient, me forçant à revenir sur les traces des conducteurs disparus. Lorsque j'arrivai à proximité, je vis des ombres se mouvoir dans les cabines des camions abandonnés. Les portières étaient toujours ouvertes, et, à l'intérieur, les sièges étaient maintenant occupés par des formes indistinctes. Des silhouettes pâles, comme des échos du passé, fixaient le vide, leurs yeux vides me transperçant. Je ne pouvais plus bouger, mes membres figés dans une terreur paralysante. Puis, une voix, lointaine mais distincte, s'éleva de l'un des camions. La même voix que j'avais entendue dans la radio. Elle m'appelait, douce mais menaçante. « Tu es maintenant l'un de nous. » Une vague de chaleur, puis de froid extrême, me traversa alors. Je savais que je n'étais pas en train de rêver, mais bien pris dans un piège surnaturel, un cycle sans fin. Mes yeux se fermèrent, et lorsque je les rouvrirai, je saurais que j'étais devenu un autre disparu, pris dans cette forêt glacée, mon âme maintenant piégée entre les murs de glace des camions, écho des malheureux qui avaient osé s'y aventurer avant moi. La brume sembla m'engloutir à son tour, et tout devint noir. Le dernier son que je perçus fut le chuchotement de la neige, comme un souffle apaisé. Mais une voix familière, à peine audible, murmurait à travers l'obscurité. « Le prochain, c'est toi. » La neige tombait si fort que j'avais l'impression de conduire à l'intérieur d'un épais nuage blanc. Le pare-brise du camion n'arrêtait pas de se couvrir de flocons, et les essuie-glaces, bien qu'activés à pleine vitesse, semblaient inutiles face à la furie de la tempête. J'avais traversé des tempêtes auparavant, mais celle-ci était différente, presque oppressante. Les vents hurlaient autour de moi, secouant la cabine, et la route, à peine visible sous une couche de neige glacée, semblait vouloir disparaître sous mes roues. Je serrais le volant plus fort que d'habitude, mes doigts engourdis par le froid qui s'infiltrait même avec le chauffage à fond. Il n'y avait personne sur cette route. Pas un seul phare à l'horizon, pas une âme. Je me sentais seul, comme si j'étais le dernier être vivant à traverser cet enfer blanc. Mes pensées dérivaient, me rappelant ma fille, que je devais appeler dès mon arrivée. Elle me reprochait toujours de ne pas donner assez de nouvelles. Mais pour l'instant, tout ce qui comptait, c'était de continuer à avancer, de sortir de cette tempête avant que mon camion ne cède sous le poids du froid et de la neige. Et puis je l'ai vue. Une silhouette, floue, presque irréelle, sur le bord de la route. J'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient des tours, que c'était un buisson ou un tronc d'arbre recouvert de neige. Mais en m'approchant, j'ai compris. C'était une jeune femme, seule, enveloppée dans un manteau trop léger pour ce genre de tempête. Elle était immobile, son bras levé dans un geste lent, presque hésitant, comme si elle me suppliait de m'arrêter. Mon premier réflexe a été de continuer. Ce n'était pas mon problème. Mais quelque chose en moi, un mélange de culpabilité et de compassion, m'a forcé à ralentir. J'ai baissé la fenêtre, et le vent glacé s'est engouffré dans la cabine. « Vous allez mourir de froid ici » ai-je crié par-dessus le rugissement du vent. Elle n'a rien répondu, mais elle a hoché la tête, son visage à peine visible sous l'épaisse écharpe qui couvrait la moitié de ses traits. Je ne pouvais pas la laisser là. Pas dans cet enfer. Elle est montée dans le camion sans dire un mot, ses mouvements lents et précautionneux. Je l'ai regardée refermer la porte, ses doigts rouges et tremblants peinant à tourner la poignée. Une fois à l'intérieur, elle s'est assise sur le siège passager et a tiré son manteau autour d'elle,
comme si elle voulait se protéger davantage du froid qui semblait encore la mordre, malgré le chauffage de la cabine. « Merci » a-t-elle murmuré, presque inaudible, en regardant droit devant elle. Sa voix était calme, trop calme, et il y avait quelque chose de dérangeant dans son ton, une sorte de distance glaciale. Je lui ai tendu une couverture qui traînait derrière le siège. « Prenez ça, vous êtes gelé. Vous êtes complètement folle de marcher sur cette route dans ce temps-là. Vous allez où ?» Elle a attrapé la couverture, mais ne s'est pas pressée pour répondre. Elle s'est contentée de s'envelopper dedans, fixant le pare-brise comme si la tempête dehors était plus intéressante que ma question. « Plus loin » a-t-elle finalement murmuré, après une longue pause. « Plus loin » c'était tout ce qu'elle avait à dire. Pas de destination, pas d'explication. Ça m'a agacé, mais je me suis dit que ce n'était pas mon problème. J'avais fait ma bonne action en la prenant à bord. Si elle voulait rester silencieuse, tant mieux. Mais son silence n'était pas reposant. C'était le genre de silence qui remplit l'espace, qui pèse dans l'air. J'ai jeté un coup d'œil dans sa direction. Elle était assise droite, immobile, les mains croisées sur ses genoux, le regard toujours fixé devant. Ses cheveux, légèrement humides de neige fondue, tombaient en mèches désordonnées autour de son visage pâle. Elle avait l'air jeune, peut-être 25 ans, mais ses yeux, ils semblaient beaucoup plus vieux, comme s'ils avaient vu des choses qu'on ne devrait pas voir. « Vous venez d'où » ai-je essayé à nouveau, plus pour briser cette atmosphère étrange que par réelle curiosité. Elle a tourné lentement la tête vers moi, et j'ai senti un frisson me parcourir avant même qu'elle ne parle. « De nulle part » a-t-elle répondu, avec un petit sourire. C'était une réponse absurde, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a empêché de continuer à poser des questions. Alors, j'ai décidé de me concentrer sur la route, en essayant d'ignorer l'étrangeté de ma passagère. Mais plus je conduisais, plus je sentais son regard sur moi, comme si elle observait chacun de mes mouvements, décortiquait chaque geste. Et ce silence, encore ce silence. Le silence n'a pas duré. Elle a commencé à parler, d'une voix douce, presque hypnotique, comme si elle murmurait à l'oreille d'un ami proche. « Vous travaillez beaucoup, n'est-ce pas? Trop, peut-être. C'est pour ça que votre fille se sent si seule. Elle a l'impression que vous l'avez oubliée. » J'ai senti mes mains se raidir sur le volant. Mon regard s'est tourné brièvement vers elle, mais elle continuait à fixer la route devant nous, comme si elle récitait des évidences. « Comment vous savez ça » ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de ça, elle a légèrement incliné la tête, comme si elle écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. « Elle vous a écrit une lettre, vous savez, une lettre que vous n'avez jamais ouverte. Elle l'a laissée sur votre bureau il y a 2 semaines. Vous vous souvenez » Mon cœur s'est serré. Oui, il y avait bien une enveloppe sur mon bureau que je n'avais pas encore ouverte. Mais comment diable pouvait-elle savoir ça? Écoutez, c'est quoi ce jeu? Vous me suivez depuis combien de temps? Ai-je lancé, la colère masquant ma peur naissante. Elle a tourné lentement la tête vers moi, et ses yeux, ils étaient si calmes, si profonds, comme un gouffre prêt à m'engloutir. « Je ne vous suis pas » a-t-elle dit. « Je vous connais » Ces mots ont résonné dans la cabine, lourds, menaçants. J'ai avalé ma salive, essayant de garder mon calme. « Très bien, si vous me connaissez si bien, dites-moi quelque chose que personne ne sait. » Elle a esquissé un sourire léger mais glacial, comme une lame effleurant la peau. « Vous pensez encore à cet accident? Pas vrai? Celui qui vous empêche de dormir. Vous n'en avez jamais parlé à personne. Pas même à votre femme. » J'ai senti mon estomac se nouer. Mon souffle est devenu court, et mes mains ont tremblé légèrement sur le volant. Je voulais lui dire qu'elle avait tort, que c'était une coïncidence, mais je savais que ce n'était pas le cas. « Vous auriez pu les sauver, si vous aviez freiné plus tôt, » a-t-elle ajouté doucement, presque comme une caresse. Cette fois, j'ai appuyé brusquement sur les freins, le camion s'arrêtant dans un grincement violent. La neige tourbillonnait autour de nous, mais je n'y faisais pas attention. « Descendez » ai-je ordonné, ma voix tremblante de rage et de peur. Elle n'a pas bougé. Elle s'est contentée de me regarder, son sourire disparaissant lentement pour laisser place à une expression vide, insondable. « Vous ne pouvez pas me laisser ici » a-t-elle murmuré. « Vous le savez déjà ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, peu importe ce que je faisais, elle avait raison. J'ai redémarré le camion, la mâchoire serrée, les mains moites sur le volant. Peu importe ce qu'elle savait ou ce qu'elle disait, je devais continuer à rouler. La laisser là, au milieu de cette tempête, n'était plus une option. Pas parce que j'étais inquiet pour elle, mais parce que quelque chose de plus profond, de plus sombre, me disait que je ne pouvais pas m'en débarrasser aussi facilement. La route devant moi semblait s'étirer à l'infini. La neige tombait toujours avec la même intensité,
Mais je commençais à remarquer quelque chose d'étrange. Les virages que je pensais avoir pris n'étaient plus là. Les panneaux que j'avais vus plus tôt semblaient avoir disparu. C'était comme si je conduisais en boucle, revenant toujours au même tronçon de route, aux mêmes arbres tordus et glacés qui bordaient l'asphalte. Et puis je l'ai vu. Encore. La silhouette d'une femme sur le bord de la route. J'ai freiné brusquement, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas possible. Elle était là, assise à côté de moi. Je me suis tourné vers le siège passager, mais il était vide. Mon souffle s'est coupé. Mes doigts tremblaient alors que je serrais le volant, incapable de détourner les yeux de la figure qui se tenait maintenant devant le camion. Elle était là, exactement comme je l'avais trouvée la première fois, son bras levé dans un geste d'appel, son regard fixe et froid. Je voulais accélérer, rouler droit devant, mais mes pieds refusaient de bouger. Finalement, j'ai coupé le moteur, attrapé ma lampe de poche et suis sorti dans la tempête. Le froid m'a frappé comme une lame, mais je m'en fichais. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» ai-je crié, ma voix se perdant dans le hurlement du vent. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé son bras et m'a fixé, son expression aussi immobile que le paysage gelé autour de nous. Je suis retourné dans le camion, claquant la porte derrière moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. En me tournant à nouveau vers le siège passager, elle était là, enroulée dans sa couverture, exactement comme avant. « Vous ne pouvez pas fuir », a-t-elle dit calmement, sans même me regarder. « La route vous ramènera toujours à moi. » Je voulais protester, lui crier dessus, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Peu importe où j'allais, peu importe combien de fois je redémarrais le camion, je revenais toujours au même endroit. Et elle était toujours là. Je ne sais pas combien de temps j'ai continué à rouler. Les minutes, les heures, elles n'avaient plus de sens. La route était devenue un piège sans fin, un labyrinthe gelé où chaque détour me ramenait à elle. À chaque fois que je pensais m'éloigner, que j'espérais enfin voir un panneau, une sortie, une lumière au loin, je revenais au même endroit. Et elle, toujours là, silencieuse, immobile sur le siège passager. À un moment, j'ai cessé de conduire. J'ai coupé le moteur, laissant le silence envahir la cabine. Mes mains étaient crispées sur le volant, mes articulations blanchies par la tension. Je ne savais plus quoi faire. Fuir? L'affronter? Prier? Pourquoi? Ai-je finalement murmuré, ma voix brisée par l'épuisement et la peur. Elle s'est tournée lentement vers moi, ses yeux sombres et insondables fixés sur les miens. « Parce que vous ne pouvez pas échapper à ce que vous êtes », a-t-elle dit d'une voix douce, presque maternelle. Je n'ai rien répondu. « Vous portez vos péchés comme une seconde peau », a-t-elle continué. « Vous les cachez, vous les enterrez, mais ils sont là, toujours là, et ils finiront par vous engloutir. » Mon esprit s'est emballé. Les souvenirs que j'avais enfouis, les erreurs que j'avais commises, les vies que j'avais blessées. Tout remontait à la surface, comme des fantômes que j'avais tenté de fuir toute ma vie. Je ne voulais pas. Ai-je murmuré, presque en pleurant. Elle a esquissé un sourire, froid et compatissant à la fois. Mais vous l'avez fait. Et maintenant, c'est tout ce qui reste. J'ai baissé la tête, incapable de soutenir son regard. Quand j'ai relevé les yeux, elle avait disparu. Le siège passager était vide, la couverture reposait là, pliée soigneusement, comme si elle n'avait jamais été utilisée. J'ai démarré le camion à nouveau, l'espoir renaissant timidement. Peut-être que c'était fini, peut-être que je pouvais enfin partir. Mais alors que je reprenais la route, je l'ai vue. Elle se tenait sur le bord de la route, exactement au même endroit. Immobile, son bras levé, son regard froid. Et c'est là que j'ai compris. La route, le camion, la tempête, tout cela n'était pas réel. Tout cela n'était qu'un miroir, un purgatoire dans lequel j'étais condamné à errer. Je n'en sortirai jamais. C'était une nuit glaciale, typique du Yukon. La route devant moi semblait infinie, serpentant entre des forêts sombres et des étendues gelées. Le silence était si profond qu'on pouvait presque entendre la neige tomber. Conduire à travers cette région isolée faisait partie de ma routine, mais cette fois, quelque chose me semblait différent. Je tenais fermement le volant de mon vieux camion, les phares éclairant le néant, tandis que la radio, comme à son habitude, ne captait rien d'autre qu'un léger grésillement. La solitude, je la connaissais bien. Après tout, c'est la norme ici. Pas de maison, pas de lampadaire, pas même de réseau téléphonique. Juste moi, mon camion et l'immensité sauvage. C'est alors que je les ai aperçus pour la première fois, des lumières étranges, haut dans le ciel. Au début, je pensais à un avion ou à des satellites, mais leurs mouvements étaient erratiques. Elles dansaient, changeant brusquement de direction, comme si elles me cherchaient. Je secouai la tête,
essayant de ne pas y prêter attention. Ce n'est rien, me dis-je à voix haute, brisant le silence pesant de la cabine. Mais plus je roulais, plus elle semblait se rapprocher. Un frisson me parcourut, et je baissai instinctivement le volume de la radio, comme si cela pouvait m'aider à mieux comprendre ce qui se passait. Les lumières continuaient de briller, flottant au-dessus des arbres comme des prédateurs silencieux. Une partie de moi voulait accélérer, mettre de la distance entre elle et moi, mais une autre, plus curieuse, me retenait. Je pris une profonde inspiration et me persuadai que c'était sûrement un phénomène naturel, une aurore boréale ou peut-être un exercice militaire. Pourtant, quelque chose, dans la manière dont ces lumières pulsaient et changeaient de couleur, me donnait une impression de malaise, comme si elles étaient vivantes. Alors que je continuais à rouler, les lumières semblaient se rapprocher, leur éclat étrange se reflétant sur la neige gelée qui bordait la route. Mon cœur battait plus vite à chaque seconde. Elles n'étaient plus de simples points dans le ciel, elles bougeaient avec une précision effrayante, changeant de trajectoire pour rester alignées avec mon camion. J'ai décidé de m'arrêter. Peut-être que je devenais paranoïaque. Peut-être que, si je descendais et regardais de plus près, je pourrais comprendre. Le moteur s'éteignit, et un silence oppressant m'enveloppa aussitôt. Les lumières flottaient au-dessus de moi, leur lueur oscillant entre le rouge et le blanc, presque comme un battement de cœur. En descendant de la cabine, l'air glacial me saisit, mais ce n'était rien comparé à la sensation étrange qui m'envahit. Une sorte de pression dans l'air, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Je m'approchai doucement du bord de la route, mes bottes crissant sur la neige dure. C'est là que je les vis, des marques sombres gravées dans la glace, circulaires et parfaitement symétriques, comme si quelque chose de brûlant s'y était posé. Je me penchai pour toucher l'une des marques, mais une chaleur inattendue me fit reculer brusquement. Comment la glace pouvait-elle être chaude, ici, au milieu de nulle part? C'est à cet instant que je l'ai senti pour la première fois, des vibrations dans le sol, légères mais insistantes, remontant à travers mes jambes. Mon regard se tourna instinctivement vers les lumières. Elles semblaient avoir changé, comme si elles m'observaient. Une idée absurde traversa mon esprit, ces choses étaient conscientes. Une peur primitive me submergea, et je reculai vers mon camion. Alors que j'atteignais la portière, un bruit strident déchira le silence, un son métallique et aigu qui me fit couvrir mes oreilles. C'était comme si quelque chose essayait de pénétrer ma tête, de fouiller dans mes pensées. Tremblant, je grimpai à l'intérieur et claquai la portière, espérant désespérément que ces lumières disparaîtraient. Mais elles étaient toujours là, plus proches que jamais, et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était que le début. À peine avais-je verrouillé la portière que tout s'éteignit autour de moi. Le moteur, les phares, même le grésillement constant de la radio, tout s'était arrêté. Mon camion, pourtant robuste, semblait soudain vide de vie, comme si quelque chose avait aspiré toute son énergie. Un frisson glacial parcourut ma colonne vertébrale alors que je réalisais que les lumières, elles, ne faiblissaient pas. Elles étaient maintenant juste au-dessus de moi, émettant une lueur intense qui traversait la cabine, projetant des ombres étranges sur le tableau de bord. Puis, je sentis cette chose. Ce n'était pas un bruit, ni une vision. C'était une pression, un poids invisible qui semblait appuyer sur mon corps, m'écrasant dans mon siège. Ma respiration devint haletante, chaque inspiration me coûtant un effort insupportable. Une douleur brûlante explosa soudain dans mon bras gauche, et lorsque je regardai, horrifié, je vis une marque sombre, comme une brûlure, apparaître sur ma peau. Je hurlai, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Tout à coup, une force invisible m'arracha de mon siège. Je fus projeté contre la vitre de la cabine, ma tête frappant violemment le verre. Le monde autour de moi semblait se tordre, comme si l'air lui-même ondulait. Je luttais pour comprendre ce qui m'arrivait, mais ma terreur était trop grande. Quelque chose jouait avec moi, une présence que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Je me retrouvai étendu sur le plancher de la cabine, tremblant, mon corps douloureux et ma tête bourdonnante. C'est alors que je vis, par la fenêtre, des traces se former sur la neige autour du camion. Des empreintes, longues et profondes, qui semblaient se diriger droit vers moi. Mais il n'y avait rien. Pas de silhouette, pas de bruit, juste ces empreintes impossibles. Je savais à cet instant que cette chose, quelle qu'elle soit, n'avait pas simplement l'intention de me faire peur. Elle voulait me chasser, et je n'étais qu'un jeu pour elle. Le froid m'engourdissait, mais la terreur qui m'envahissait me gardait alerte. La force invisible, cette entité sans forme, continuait de me harceler. Je n'avais plus d'énergie à gaspiller. Si je voulais survivre à cette nuit, il fallait que je fasse quelque chose. Je scrutais la cabine, mes yeux se posant sur les outils qui étaient à ma portée. Le froid m'avait rendu lent, mais je savais que je n'avais pas le luxe d'hésiter.
Il fallait agir. Je pris un extincteur de feu, l'armai et le plaçai devant moi. J'espérais que la mousse pourrait repousser cette chose, même si je savais au fond de moi que cela semblait dérisoire. Je me concentrais sur les lumières. Elles semblaient se déplacer en cercle autour de moi, comme une meute de prédateurs. Elles réagissaient à chaque mouvement que je faisais, et chaque petit bruit amplifiait la pression sur ma poitrine. Je fermais les yeux, essayant de calmer ma respiration. Si je paniquais, je n'aurais aucune chance. D'un coup, un bruit perça l'air, aussi aigu qu'un cri. Une vibration, une sorte de bourdonnement profond, semblait provenir de sous le canyon, et les lumières s'intensifièrent. J'eus une idée folle. Peut-être que le bruit pouvait me protéger. Je pris le radio portable, enclenchai la fréquence d'urgence, et commençai à émettre des signaux brouillés. Le son était chaotique, dérangeant. Pour une raison qui m'échappait, il semblait perturber l'entité. Elle hésita un instant, comme si elle ne savait pas comment réagir. Je n'avais que quelques secondes avant qu'elle ne se réajuste. Je poussai alors un cri, sans penser à ce que je faisais, juste pour briser ce silence pesant, espérant qu'elle croirait qu'un autre être humain était présent. Cela semblait fonctionner. Les lumières s'éloignaient temporairement, comme confuses, comme si elles cherchaient une autre cible. Mais je savais que je ne pouvais pas compter sur cela pour toujours. Je devais réparer le camion et partir, coûte que coûte. Je me précipitai vers le moteur, mes mains tremblantes mais déterminées. L'air autour de moi vibrait, comme une tension prête à exploser. Chaque mouvement était calculé, chaque geste un pari sur ma survie. Le moindre bruit, la moindre erreur et je savais que ce ne serait pas une simple blessure. Ce n'était pas un simple monstre. C'était quelque chose de bien plus ancien, plus dangereux. Et si je n'étais pas assez rusé, je finirais comme tant d'autres avant moi, une proie dans le Yukon. Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, la pression dans l'air se faisait de plus en plus insoutenable. Les lumières avaient disparu, mais je savais qu'elles n'étaient jamais loin. C'était juste une question de temps avant qu'elles ne reviennent, peut-être encore plus furieuses. Je n'avais plus qu'une seule chance de m'échapper. Je jetai un dernier regard vers le moteur, que j'avais réussi à réparer, mais mes pensées étaient troublées. Ma main, qui avait effleuré le volant, était brûlée et enflée, les marques sur ma peau me rappelaient sans cesse ce que j'avais traversé. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait que je parte. Je montai précipitamment dans la cabine, mis le moteur en marche, et appuyai sur l'accélérateur. La roue rugit sous la pression, et le camion se lança dans la nuit noire, se frayant un chemin à travers la neige gelée. La route semblait interminable, mais je n'osais pas ralentir. Quand enfin je parvins à un poste de ravitaillement, je m'effondrai dans la station-service. Le personnel me regardait, visiblement choqué par mon état. J'étais couvert de sueur froide, mes yeux hagards, mes bras tremblants. Je n'avais ni la force, ni les mots pour expliquer ce qui s'était passé. Je me précipitai à l'intérieur, cherchant frénétiquement de l'aide. C'est là que je rencontrai un autre conducteur. Il me regarda fixement, une lueur étrange dans les yeux. Il m'avoua, d'une voix basse, que lui aussi avait vu ces lumières, mais il n'était jamais allé assez loin pour en comprendre la véritable nature. Tout le monde semblait avoir une histoire à raconter, mais aucune ne faisait vraiment sens. Personne ne croyait vraiment à ce que j'avais vécu. Les lumières du Yukon, les marques sur ma peau, tout cela paraissait trop absurde pour être vrai. En quittant ce poste, je jetai un dernier regard à mon camion. Ces métaux étaient marqués de brûlures profondes, comme si quelque chose avait essayé de l'atteindre. Mais ce n'était pas seulement le camion qui avait changé. Moi aussi, j'avais vu l'invisible, toucher l'inconcevable. Et je savais, au fond de moi, qu'ils étaient toujours là, attendant la prochaine victime. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importait. Ils rôdaient dans l'obscurité du Yukon, à l'affût des voyageurs solitaires. Et je savais, avec une certitude glaciale, que je ne serais pas le dernier à croiser leur chemin. Je m'appelle Lucas, et je suis routier depuis plus de 15 ans. Conduire à travers les vastes étendues de routes désertes est mon métier, mais aussi ma solitude. Ce jour-là, j'étais désespérément à la recherche d'une mission bien payée pour combler un trou financier qui menaçait de me faire perdre ma maison. Alors, quand une offre inattendue est arrivée sur mon téléphone, je n'ai pas hésité. Le message disait simplement « Transport confidentiel à travers le Labrador. Paiement généreux à la livraison ». La voix au bout du fil était grave, presque impersonnelle. L'homme ne m'a donné que les instructions essentielles. Récupérer un conteneur scellé dans un entrepôt isolé en périphérie de la ville et le livrer à une destination précise, sans poser de questions. Quand j'ai demandé ce qu'il y avait dans la cargaison, il a marqué une pause, puis m'a répondu d'un ton tranchant. « Ce n'est pas votre affaire. Votre travail est de conduire, rien de plus. Habituellement, je n'accepte jamais des jobs aussi étranges,
mais le montant proposé dépassait tout ce que j'avais gagné ces derniers mois. Une somme assez importante pour me sortir du gouffre. Alors, malgré un nœud au fond de mon estomac, j'ai accepté. Le jour suivant, j'ai récupéré le conteneur. C'était une structure métallique imposante, complètement fermée, sans aucune indication sur son contenu. Un sceau rouge vif sécurisait les portes, avec un avertissement écrit en lettres capitales. Ne pas ouvrir. J'ai ressenti un frisson en lisant ces mots, mais je me suis convaincu que tout cela n'était qu'une formalité bureaucratique. Alors que je démarrais mon camion, j'ai regardé une dernière fois l'entrepôt vide dans mon rétroviseur. Une étrange sensation de malaise m'envahissait, mais je l'ai ignoré. Après tout, ce n'était qu'un autre boulot. Du moins, c'est ce que je pensais. Dès les premières heures de la route, quelque chose semblait décalé. La monotonie habituelle des kilomètres défilant sous mes roues était perturbée par un malaise que je ne pouvais expliquer. Le vent sifflait fort à travers les collines du Labrador, et l'obscurité semblait plus épaisse que d'habitude, comme si elle voulait m'envelopper. C'est au bout de quelques heures que j'ai entendu le premier bruit. Une légère vibration, suivie d'un toc survenant de l'arrière du camion. Mon esprit rationnel m'a immédiatement fourni une explication. Peut-être que la cargaison s'était déplacée légèrement. Mais une autre partie de moi, plus instinctive, savait que ce n'était pas ça. J'ai allumé la radio pour me distraire, mais dès que j'ai tourné le bouton, elle a émis un grésillement fort avant de s'arrêter sur une station inconnue. Une voix faible, presque murmurée, a commencé à réciter quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas. Ce n'était pas une chanson ni une publicité. C'était autre chose. Je l'ai éteinte immédiatement, mais mon cœur battait à tout rompre. Quelques minutes plus tard, un autre bruit s'est fait entendre, plus fort cette fois, comme si quelqu'un frappait à l'intérieur du conteneur. 3 coups distincts. Je me suis figé, mes mains agrippant le volant, essayant de me convaincre que j'avais imaginé tout cela. Ce n'est rien, me suis-je murmuré à moi-même. Le vent, ou peut-être une branche qui a heurté le camion. Mais le bruit ne s'arrêtait pas. Chaque kilomètre parcouru semblait amplifier ces sons étranges. Des coups, des grattements, et parfois, un gémissement étouffé, comme un cri lointain. À un moment, j'ai regardé dans le rétroviseur pour m'assurer que le conteneur était toujours scellé. C'était le cas, mais une sueur froide coulait le long de ma nuque. Je n'étais pas seul. J'ai essayé de rationaliser encore une fois. Peut-être que c'était un animal coincé, ou une défaillance dans la structure du conteneur. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Et ce quelque chose, quoi que ce soit, ne voulait pas que je continue cette route comme si de rien n'était. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans l'obscurité du Labrador, les sons devenaient impossibles à ignorer. Ce n'étaient plus seulement des coups ou des grattements, mais des bruits qui semblaient vivants. Comme si quelque chose à l'intérieur du conteneur essayait désespérément de communiquer. Parfois, j'entendais ce qui ressemblait à des murmures, étouffés, indéchiffrables, mais pleins d'une détresse palpable. J'ai finalement décidé de m'arrêter sur une aire de repos déserte, entourée de pins sombres qui se dressaient comme des silhouettes menaçantes dans la nuit. Le moteur coupé, le silence était assourdissant, mais il n'a duré que quelques secondes. Une série de coups furieux a retenti à l'arrière du camion, comme si quelqu'un ou quelque chose frappait contre les parois du conteneur avec une force inhumaine. Je suis descendu du camion, une lampe torche tremblante à la main, et j'ai contourné le véhicule pour vérifier le conteneur. Le sceau rouge était toujours intact, mais une série de marques étranges était apparue sur le métal. Elles ressemblaient à des griffures, longues et profondes, impossibles à avoir été faites par des outils ou des animaux. Mon instinct me criait de partir, mais mes jambes refusaient de bouger. C'est alors que j'ai entendu quelque chose d'autre, une voix provenant de la radio du camion que j'avais laissé allumer. Elle s'était remise en marche toute seule. « Lucas, pourquoi essaies-tu de fuir ?» C'était ma voix. Mon propre ton, mais déformé, comme si elle provenait de quelque chose qui imitait mal les intonations humaines. Une onde glaciale a traversé mon corps. Je me suis précipité dans la cabine pour éteindre la radio, mais dès que ma main a touché le bouton, elle a commencé à grésiller, et une cacophonie de cris s'est échappée des haut-parleurs. Des pleurs, des hurlements, des mots en langues inconnues. C'est à ce moment-là que j'ai vu, dans le reflet du rétroviseur, une ombre se déplacer à l'intérieur de la cabine du camion. Pourtant, j'étais seul. Du moins, c'est ce que j'espérais encore croire. La panique m'a submergé. Je devais fuir, abandonner ce conteneur maudit et partir loin, très loin. Je suis monté dans le camion, décidé à redémarrer et à retourner sur mes pas. Mais au moment où j'ai tourné la clé, le moteur a émis un bruit étrange, un mélange de grincements métalliques et de grognements. Le camion refusait de démarrer. J'ai réessayé encore et encore, mais rien. Pendant ce temps, les coups sur le conteneur reprenaient, plus violents, plus insistants. Puis,
J'ai senti une présence. Quelque chose était là, tout près. C'était comme si l'air dans la cabine s'était alourdi, chargé d'une énergie hostile et oppressante. En désespoir de cause, j'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide. Aucun signal. Pourtant, quelques heures plus tôt, la connexion fonctionnait parfaitement. C'est alors que l'écran de mon téléphone s'est allumé tout seul. Une phrase s'est affichée en lettres rouges. Tu ne peux pas partir. Je suis sorti du camion, la respiration haletante, décidé à fuir à pied. La forêt environnante semblait plus accueillante que cette machine devenue hostile. Mais à peine avais-je fait quelques pas que les phares du camion se sont allumés, illuminant les arbres devant moi. Le moteur, qui refusait de démarrer plus tôt, s'est mis à vrombir. Le camion avançait lentement, comme s'il me suivait. J'ai couru aussi vite que je pouvais, mais les lumières des phares me poursuivaient, projetant mon ombre déformée sur les troncs des arbres. C'est alors que j'ai entendu un bruit derrière moi. Pas celui du moteur, mais un craquement, comme des branches écrasées par quelque chose de lourd. En me retournant, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant le conteneur ouvert. Il n'aurait pas dû être ouvert. Le seau était intact il y a quelques minutes. La silhouette m'observait, immobile, mais je pouvais sentir son regard perçant à travers l'obscurité. Ses contours semblaient flous, comme si elle ne faisait pas entièrement partie de ce monde. Je n'avais plus nulle part où aller. J'étais à sa merci. Je me suis figé, incapable de bouger, comme si la silhouette avait pris le contrôle de mon corps. Mon souffle était court, mes jambes tremblaient, et chaque fibre de mon être me criait de courir, mais c'était impossible. Cette chose m'avait pris au piège, non pas physiquement, mais mentalement, comme si elle s'était glissée dans mes pensées. Elle a avancé lentement, glissant plutôt que marchant, et à chaque pas, l'air semblait se glacer autour de moi. Le conteneur derrière elle était désormais grand ouvert, mais l'intérieur était enveloppé dans une obscurité si profonde qu'il semblait absorber toute lumière. Puis, j'ai entendu sa voix. Ce n'était pas une voix humaine, mais un mélange discordant de murmures, de gémissements et de cris. Elle s'adressait directement à moi. « Tu as accepté ce travail, Lucas. Tu savais que c'était risqué. Maintenant, tu m'appartiens. » Je voulais protester, crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. La silhouette a tendu une main vers moi, une main déformée, aux doigts longs et squelettiques. À ce moment, j'ai senti une force invisible m'attirer vers elle, mes pieds glissant sur le sol comme si je n'avais plus de poids. « Non, laissez-moi partir, ai-je murmuré, mais ma voix était faible, étouffée par la terreur. Quand je me suis retrouvé face à elle, à quelques centimètres de son visage ou du vide où aurait dû être son visage, j'ai été aspiré par une obscurité totale. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, je suis resté prisonnier, entouré de cris et de chuchotements. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé au bord d'une route déserte. Mon camion avait disparu, tout comme le conteneur. Mon téléphone était brisé, et je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. Mais ce n'était pas fini. Depuis ce jour, je suis hanté. Chaque nuit, je rêve de cette silhouette, de cette voix. Parfois, j'entends encore des coups venant de ma porte ou des murmures à la radio, même quand elle est éteinte. Ce travail aurait dû être une opportunité facile, mais il m'a pris bien plus que ce que j'étais prêt à donner. Et le pire, c'est que je sais qu'elle me retrouvera un jour. Je parcourais la longue Alaska Highway, cette route solitaire entourée de neige et de glace à perte de vue. Le vent hurlait contre les vitres de mon camion, et mes phares perçaient à peine l'obscurité glaciale. C'était une nuit comme les autres pour moi, un routier habitué à ces paysages déserts et au froid mordant. Sur la fréquence du CB, une voix rauque résonna, rompant le silence monotone. « Vous avez entendu parler du homme de glace ?» Intrigué, je réglai le volume. « Un type étrange, continua-t-elle. Il congèle ses victimes vivantes. On dit qu'il hante ses routes, surtout par des nuits comme celle-ci. » Je souris, mais un frisson parcourut ma colonne vertébrale malgré moi. Les légendes locales, c'était courant dans ce métier. On en entendait des dizaines. Des histoires pour effrayer les petits nouveaux, pour tuer l'ennui. Mais celle-ci avait quelque chose de différent. La voix changea, une autre intervenant sur la fréquence. « Faites attention aux camions abandonnés. Il y en a toujours un ou deux. Les mecs disparaissent, et leurs véhicules sont retrouvés recouverts d'une couche de glace, comme si une tempête leur était tombée dessus. » Je haussai les épaules, balayant l'histoire d'un revers de pensée. J'étais un homme de logique, pas de superstition. Pourtant, je ne pus m'empêcher de fixer les ombres dans mon rétroviseur, cherchant un mouvement là où il ne devrait pas y en avoir. Cette route avait quelque chose de spécial ce soir-là, une atmosphère plus lourde que d'habitude. Je tentais de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais le froid qui semblait s'intensifier à l'intérieur de ma cabine me disait le contraire.
Alors que je poursuivais ma route, une silhouette inhabituelle attira mon attention dans la lumière de mes phares. Sur le bas-côté, un camion était stationné, immobile, presque entièrement recouvert de glace. Ce n'était pas normal. Même dans ces conditions glaciales, une telle couche de givre ne se formait pas aussi rapidement. Je ralentis, un mélange de curiosité et d'appréhension m'envahissant. Mon instinct me disait de continuer, de ne pas m'arrêter. Mais la formation étrange du givre, si épaisse qu'elle semblait briller sous la lumière, m'attirait malgré moi. Je tirai sur le frein, immobilisant mon camion à quelques mètres du véhicule abandonné. À ce moment précis, une étrange interférence statique grésilla dans mon CB, suivie de sifflements distordus. Je tendis la main pour l'éteindre, mais avant que je ne puisse le faire, un murmure presque imperceptible brisa la statique. « Ne regarde pas. » Le souffle court, je secouai la tête, essayant de me débarrasser de cette montée d'angoisse absurde. Je pris ma lampe de poche et descendis du camion, le froid me frappant comme un mur. La glace crissait sous mes bottes à chaque pas. En m'approchant du véhicule, je remarquai des détails troublants. Les fenêtres étaient entièrement givrées de l'intérieur. À travers le verre, je distinguais des formes floues, comme si quelque chose ou quelqu'un avait laissé des traces sur les parois avant de disparaître. La porte du conducteur était entr'ouverte. Une main tremblante, je l'ouvris un peu plus et braquai ma lampe à l'intérieur. Tout semblait figé dans le temps, des papiers éparpillés, une tasse de café gelé posée sur le tableau de bord. Mais il n'y avait aucun signe de vie. Puis, un bruit métallique retentit derrière moi, comme si quelque chose avait glissé sur le sol gelé. Mon cœur s'emballa, et je me retournai brusquement, la lampe éclairant le vide. Rien. Seul le vent continuait de hurler dans la nuit glaciale. Je sentis alors, dans l'air, une présence. Une sensation indescriptible, comme si quelque chose m'observait, tapi dans l'ombre. Sans perdre une seconde de plus, je retournai à mon camion, jurant de ne plus jamais m'arrêter sur cette route maudite. Mais avant de remonter, mes yeux tombèrent sur une empreinte de main gelée, parfaitement formée sur ma portière. Et cette fois, je n'avais plus aucun doute, je n'étais pas seul. Je montai précipitamment dans mon camion, refermant la portière avec une force qui résonna dans le silence glacé. Mes mains tremblaient tandis que je tournais la clé dans le contact. Le moteur rugit, mais le sentiment oppressant que quelque chose n'allait pas persistait. En jetant un dernier coup d'œil par le rétroviseur, je vis quelque chose qui me figea sur place. Une silhouette humaine, translucide, se tenait au milieu de la route, immobile. Elle semblait faite de glace, sa peau luisant sous la lumière des phares comme un miroir gelé. Elle ne bougeait pas, mais sa présence était écrasante, presque suffocante. Je sentis une vague de panique m'envahir et appuyer sur l'accélérateur. Mon camion bondit en avant, laissant la silhouette derrière. Pourtant, même à pleine vitesse, je ne pouvais me débarrasser de cette sensation d'être suivi. Quelques minutes plus tard, une anomalie apparut. Les températures à l'intérieur de ma cabine chutèrent brusquement, au point que de la buée se forma sur mes fenêtres, puis du givre. Mon souffle devint visible, et mes doigts commencèrent à s'engourdir, malgré le chauffage qui fonctionnait à plein régime. C'est alors que je l'aperçus à nouveau. Dans mon rétroviseur, la silhouette gelée marchait au milieu de la route, à une lenteur terrifiante. Chaque pas qu'elle faisait laissait derrière elle une traînée de glace qui semblait avaler le bitume. J'attrapai la radio CB, espérant trouver une aide, mais ce n'était que du grésillement. Puis, au milieu de cette interférence, une voix surgit, froide et mécanique. « Pourquoi fuir? Tu es déjà à moi. » Le sang quitta mon visage. Chaque fibre de mon être me criait d'accélérer, mais mon camion commençait à montrer des signes de faiblesse. Le moteur rugissait comme s'il luttait contre une force invisible, et la jauge de carburant, qui était presque pleine quelques minutes auparavant, baissait inexplicablement. La silhouette se rapprochait. Lentement, inévitablement. Et je savais que peu importe la vitesse à laquelle j'allais, elle finirait par me rattraper. La route devant moi semblait interminable, une ligne droite de neige et de glace qui s'étendait à l'infini. Chaque kilomètre parcouru semblait m'enfoncer encore plus dans l'emprise de cette présence glacée qui me suivait sans relâche. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que l'air devenait plus lourd à chaque minute. Mes pensées se bousculaient dans ma tête, essayant de trouver une explication rationnelle à ce que je vivais, mais aucune logique ne tenait face à l'inexplicable. Je jetai un œil rapide sur le rétroviseur. La silhouette était toujours là, déambulant à une distance constante, mais étrangement, elle semblait se rapprocher de plus en plus. Elle ne courait pas, mais avançait d'une manière qui rendait chaque mètre parcouru encore plus menaçant. Et cette traînée de glace qui suivait ses pas, c'était comme si elle gelait tout sur son passage. Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Et si tout cela n'était pas un simple accident?
Et si cette route, ce lieu, était marqué par cette légende du homme de glace? Si c'était lui qui m'attirait, me guidait, m'enfonçait encore plus dans cette nuit sans fin? Je ralentis, mon esprit en proie à la panique. Les sifflements de la radio se firent plus intenses, comme une sorte de mise en garde, mais c'était trop tard. La température à l'intérieur de la cabine chutait rapidement, rendant l'atmosphère presque irrespirable. Mes doigts, engourdis, glissaient sur le volant, et j'avais l'impression que mes yeux se fermaient d'eux-mêmes. J'étais épuisé, à bout de nerfs, mais chaque mouvement semblait être ralenti, comme si le temps lui-même se déformait autour de moi. Puis, j'entendis un bruit métallique, comme un frottement contre la carrosserie de mon camion. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était. La silhouette était maintenant tout près, à une distance qui aurait été impossible quelques minutes auparavant. Le froid qui émanait de sa présence me glaça jusqu'aux os. Je sentis le givre s'immiscer dans ma chair, comme si ma peau elle-même devenait de glace. Un cri étranglé monta dans ma gorge, mais il mourut dans l'air glacé. À cet instant précis, je compris que fuir n'était plus une option. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je n'étais pas seulement poursuivi par un tueur, j'étais pris au piège dans un cauchemar, une entité faite de glace et de mort qui me traquait sans relâche, prête à me congeler vivant. Le moteur de mon camion se mit à octer, comme si la vie elle-même quittait le véhicule. Il n'était plus qu'une carcasse de métal, poussée par une force invisible. Elle, homme de glace, était là, et il ne me laisserait pas m'échapper. La route devenait un cauchemar sans fin. Chaque kilomètre que je parcourais semblait me rapprocher du dénouement inévitable. Mon camion n'avançait plus qu'à une vitesse laborieuse, comme s'il était lui-même sous l'emprise d'une force obscure. Le moteur, déjà défaillant, faisait des bruits étranges, et la jauge de carburant clignotait sur vide, bien qu'il ne me restait que quelques heures sur la route. Mais c'était la moindre de mes préoccupations. Je me sentais étrangement fatigué, comme si chaque seconde m'éloignait davantage de ma propre réalité. Le froid me rongeait, mais c'était plus qu'une simple température glaciale, c'était une sensation de vide, un froid qui pénétrait jusqu'à mon âme, me transformant en une simple ombre de moi-même. Je ne pouvais plus penser clairement. L'impression que j'étais observé devenait de plus en plus intense. Les phares de mon camion éclairaient le vide, et pourtant, chaque éclairage semblait agiter des formes invisibles, comme si la lumière elle-même avait peur de se poser sur cette route. Je jetai un dernier regard dans le rétroviseur. Là, juste derrière moi, la silhouette gelée se dressait, maintenant si proche que je pouvais presque la sentir, comme une brume glacée s'infiltrant sous ma peau. Sa présence était tangible, oppressante, chaque détail de son corps de glace plus clair dans la lumière blafarde. Son visage, déformé par la glace, était presque humain, mais pas tout à fait. Les yeux, deux puits de ténèbres sans fond, me fixaient avec une détermination glaçante. Dans un dernier élan de désespoir, j'appuyai sur l'accélérateur, espérant fuir, espérant trouver un moyen de briser cet enchevêtrement de terreur. Mais alors que je tentais d'échapper à ce monstre, la route sembla se dissoudre devant moi. Il n'y avait plus de repères, plus de direction. J'étais dans un tunnel de glace, une étendue sans fin qui me conduisait directement vers mon destin. Le vent glacé s'infiltrait dans la cabine, glissant sous mes vêtements, gelant chaque parcelle de ma peau. À cet instant, je compris que je ne m'échappais pas. La route s'étendait devant moi, interminable, mais il n'y avait plus de chemin qui me sauverait. L'homme de glace m'avait déjà rattrapé. À chaque respiration, je sentais mon souffle se geler dans ma gorge. Le camion s'arrêta brusquement, et tout autour de moi devint blanc. L'espace se vida de toute chaleur, de toute vie. Il n'y avait plus rien, sauf la glace qui engloutissait tout. Mon corps était paralysé, mon esprit noyé dans un tourbillon de terreur pure. L'homme de glace se tenait là, à quelques centimètres de moi, et je savais alors que j'étais devenu une partie de son monde. Un monde figé, où la chaleur et la vie n'avaient plus leur place. Et, alors que mes yeux se fermaient lentement sous l'effet du froid, je compris enfin que le destin qui m'attendait n'était rien d'autre qu'une éternité glacée, un éternel voyage dans l'obscurité et la mort.